Bonjour, je suis Jérôme Badi, vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Nous avons décidé de consacrer une mini-série à l'avenir des médias. Après les réseaux sociaux et la télévision, place à la radio. La radio est le média émotionnel. Qui n'a pas sa station préférée? Celle de son enfance, de ses parents souvent. Puis les stations choisies à l'âge adulte et souvent celles que l'on écoute en voiture, sur la route des vacances ou des week-ends, souvent des musicales. Bref, ce média dit d'accompagnement nous accompagne dans nos vies. Et il a bien changé depuis 4 ou 5 ans. Les podcasts, d'abord replay de nos programmes préférés et désormais natifs, c'est-à-dire des programmes pensés pour être des podcasts, bref, des formats digitaux, ont changé nos habitudes. Car oui, le digital est désormais partout. Et tout récemment, il vient de changer aussi la diffusion de la radio. On appelle cette révolution DAB+. DAB, ça veut dire Digital Audio Broadcasting, la diffusion digitale de l'audio en bon français. C'est l'équivalent de la TNT, mais pour la radio. Ce vieux média n'a jamais été aussi tendance et pour en parler et essayer d'imaginer son avenir, j'accueille Eva Respo, directrice des activités audio-digitales du groupe M6. Bonjour Eva. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans les studios d'RTL pour enregistrer ce podcast. Vraiment, c'est la classe. Merci beaucoup. Première question, d'abord, rappelle-nous un petit peu quelles sont les stations du groupe M6. Alors, les stations du groupe M6, il y en a 3. Elles constituent aujourd'hui le premier groupe privé radio. On rassemble environ 10 millions d'auditeurs chaque jour. Et parmi ces 3 radios, il y a RTL, généraliste, première station privée en France. On a aussi RTL2, qui est leader sur le segment jeunes adultes, positionné sur le son pop-rock. Et puis on a Fun Radio, positionné sur un segment d'audience plus jeune, avec un son électro-latino. Bon, avant de se projeter vers l'avenir, est-ce que tu peux nous donner un peu un état des lieux du média, les grandes tendances, les grands équilibres d'audience, mais aussi les grands chiffres, et peut-être aussi nous parler de l'image de ce média? Alors aujourd'hui, la radio, c'est 40 millions d'auditeurs par jour. Donc la radio se définit comme un média de puissance. C'est un média fédérateur, tu l'as dit toi-même, le média de l'émotion. C'est aussi le média du quotidien. C'est un média qui, historiquement et encore aujourd'hui, accompagne les Français tout au long du début de leur journée, mais avec le digital aussi tout au long de la journée. On se lève avec la radio, on prend souvent sa douche avec la radio, on prend son petit déjeuner, on va au travail avec la radio, on prend la voiture. Quand on est en voiture, on écoute la radio. Bref, c'est un média du quotidien. C'est aussi le média du direct. Ça, c'est très important de le rappeler. Aujourd'hui, c'est un média sur lequel, selon les stations, il peut y avoir jusqu'à 15 heures, parfois même plus, de production en direct. Et ça, c'est assez remarquable aujourd'hui. Donc, dans les grands équilibres, faut avoir en tête qu'il y a des radios généralistes, à peu près 40% de l'audience, des radios musicales, 30%, et le reste se répartit sur des radios thématiques et des radios locales. On peut vouloir se dire qu'avec la digitalisation des usages, aujourd'hui, la place de la radio est plus petite qu'avant dans l'ensemble de l'écoute audio. C'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on met en perspective le streaming musical, l'écoute, même sur des plateformes vidéo, les audiobooks, les podcasts, enfin l'ensemble vraiment de l'écoute audio. Aujourd'hui, la radio, ça représente 60% de l'écoute audio des Français. Ouais, donc ça reste un média de masse quand même. Ça reste un média de masse et ça reste un média vraiment du quotidien qui est ancré dans les habitudes des Français. On sait un petit peu le temps d'écoute moyen, on en est où justement par rapport à ça? Est-ce qu'on est en diminution? Est-ce qu'on est en croissance? Est-ce que ça dépend des stations? Alors ça dépend des stations, ça dépend des genres aussi. Globalement, ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment dans sa totalité. Et c'est là principalement tout l'objet de la transformation digitale, c'est qu'au global, ce temps d'écoute radio, qu'il soit sur le linéaire ou qu'il soit sur le digital, lui, il progresse et il reste très élevé. C'est ça, donc il y a ce que tu appelles linéaire, hein, on rappelle, c'est vraiment le temps d'écoute en direct des programmes qui sont pensés pour être à une heure bien précise, et puis ensuite il y a tout le reste, tout le digital. En introduction, je parlais des grands changements de ces dernières années, notamment sur le digital. Alors peut-être commençons par le podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire du podcast? Où on en est globalement? Pour vous, au groupe M6, quelles sont les grandes évolutions qu'il y a eu ces dernières années? Alors tu parles de changement, moi j'irais même un cran plus loin, je parlerais de mutation de l'écosystème. Cette mutation, elle s'accompagne de 3 changements. Le premier, c'est un changement technologique évidemment, avec un mode d'accès au contenu qui s'est démultiplié.
Aujourd'hui, on écoute de la radio sur un poste de radio, mais aussi sur un smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette, sur une enceinte connectée, même sur des postes de télévision. Donc la technologie a vraiment accompagné cette transformation. Le deuxième changement, c'est un changement au niveau des usages, au niveau des habitudes et des besoins d'écoute. Alors le Covid est passé par là, le confinement est passé par là, dans le sens où il y a eu un besoin de prendre du temps, de prendre un peu de recul. Il y a un vrai retour au temps long et il y a un besoin de prendre du temps pour soi, de se reconstituer un peu des bulles à soi. Ce phénomène, on ne l'a pas du tout observé qu'au niveau des médias, on l'a observé dans nos vies. Et il se trouve que le format du podcast, c'est un format qui accompagne très bien ce besoin. Il y a eu un besoin aussi de nouvelles temporalités. C'est-à-dire qu'on a envie d'écouter des podcasts quand on a 3 minutes devant soi, 5 minutes devant soi, 10 minutes ou 1 heure. Et avec cette liberté de création, on est capable de proposer ça aujourd'hui. Et donc le troisième changement qui accompagne cette mutation, c'est bien un changement au niveau de la création. On a une création qui s'est intensifiée, qui s'est diversifiée, qui a gagné aussi en qualité. Et tout ça, c'est bon signe en tout cas, et c'est ce qui explique le succès du podcast aujourd'hui. Oui, et puis les stations de radio un peu historiques sont plus que jamais légitimes à créer des podcasts. Il y a un vrai savoir-faire, une vraie habitude de contenu. Et tu le disais, effectivement, le podcast, c'est quelque chose qui se consomme en fonction du temps qu'on a, mais aussi de ses centres d'intérêt quand même. C'est très vertical finalement, les thématiques qui sont proposées dans les podcasts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas une qui émerge particulièrement par rapport à l'autre. Parce qu'on a justement cette liberté de création, il y a des verticales qui se sont créées dans plein de domaines. On a une forte progression sur l'humour, beaucoup d'offres autour de la culture, de la musique, des sujets de société évidemment, parce qu'on a le temps de les creuser. Le crime, les enquêtes criminelles, c'est un sujet alors assez historique sur le podcast et qui continue de se développer. Et ta remarque sur l'importance et le poids des stations de radio historiques dans le podcast, elle est très juste. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment un nouveau genre qui a émergé, le podcast, qu'il soit replay ou natif. Aujourd'hui, on a, depuis la rentrée, environ 130 millions de podcasts qui sont écoutés chaque mois. Et souvent, on parle de podcasts natifs ou de podcasts replay. Aujourd'hui, sur le marché, il y a deux classements. Il y a le classement des stations radio par Médiamétrie, il y a le classement des podcasts indépendants par la CPM. Et quand on met en perspective ces deux classements, on se rend compte que c'est quasiment 90% des podcasts qui sont écoutés, qui sont en fait des podcasts produits par les stations de radio. Et donc ça montre en fait toute l'attractivité des stations de radio sur cet écosystème. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du streaming ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend précisément ? Parce qu'on entend parler de ça, du streaming audio, tu en as un petit peu parlé, mais question un peu naïve. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le streaming audio ? Et notamment, est-ce que ça pose pas un problème aujourd'hui, le streaming, pour les radios musicales en particulier ? Alors le streaming, c'est une technologie qui permet d'écouter ou de visionner un contenu en ligne. Donc c'est valable pour l'audio aussi, de la même manière. C'est valable pour la vidéo, c'est valable pour l'audio. Après, par extension, un peu par abus de langage, souvent on associe le streaming aux plateformes d'abonnement musical type Spotify et type Deezer. Après, je pense que elles ne sont pas à voir comme particulièrement un danger pour les stations musicales, si c'était le sens de ta question. Je pense qu'elles redéfinissent en quelque sorte l'écosystème, mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Ces plateformes, ce ne sont ni plus ni moins qu'un gigantesque annuaire dans lequel sont répertoriés des titres. Alors ces plateformes, elles fonctionnent sous forme de playlist avec ce qu'on appelle de la curation de contenu, mais on est beaucoup plus sur la curation que sur la création. Et ce qu'elles montrent, c'est que même si elles ont bien sûr gagné en puissance, je pense qu'il ne faut pas le nier aujourd'hui, c'est une réalité. Mais à un moment, nous, on estime que nos audiences, nos auditeurs, nos publics, enfin tous les publics, ils ont besoin aussi d'être guidés dans la découverte de nouveaux contenus. Et cette découverte-là, finalement, les acteurs qui s'en sortent, ce sont des acteurs qui ont été capables de bâtir des marques. Et c'est via la puissance des marques, via leur capacité à
proposer une relation du quotidien justement avec leurs auditeurs, leur capacité à éditorialiser leur contenu, à les incarner aussi, parce que c'est pas la même relation quand on écoute une playlist que quand on écoute une personne tous les matins, qui va vous aider à démarrer votre journée. Et c'est principalement par là en fait qu'on peut faire la différence. Pour preuve, là sur les derniers résultats médiamétrie, RTL2, station musicale, réalise sa meilleure rentrée depuis 16 ans avec des niveaux records pour sa matinale. Donc les stations musicales, oui, elles sont bousculées dans ce nouvel écosystème. Maintenant, ça les force aussi à revenir à leurs fondamentaux, à bien définir qui elles sont. Et on voit que le lien avec les auditeurs, il reste préservé et il reste très puissant. Oui, parce qu'en fait, on se souvient tous, pour moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais plus de musical qu'aujourd'hui, mais n'empêche qu'on savait où aller pour écouter tel genre de musique. Il y a quand même une ligne éditoriale musicale en fonction de la musicale qu'on va choisir. Effectivement, très intéressant, cette notion de curation de contenu, de confiance que les auditeurs peuvent avoir dans une station, ses animateurs, pour justement, comme tu disais, les différents moments de la journée. Donc on comprend que finalement, pour attirer les audiences, il faut aussi événementialiser et puis faire confiance aussi à une sorte de ligne éditoriale, même pour les musicales. Et ça, malheureusement, ou heureusement, les plateformes ne peuvent pas remplir ça et c'est pas leur rôle en réalité. Absolument. Créer l'événement, c'est quelque chose qui est important pour tout média. La chance qu'ont les stations musicales, c'est que non seulement elles créent l'événement, mais elles créent l'expérience. Via la création de concerts, on fait des concerts privés sur RTL2 qu'on va diffuser ensuite à l'antenne. On est capable de mettre en face un artiste et son public, et là on crée une émotion, on crée une vraie expérience qui est partagée, qui ensuite peut être vue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quand on est Fun Radio et qu'on crée un événement qui s'appelle la Fun Radio Ibiza Experience, on crée un concert à l'Accor Hotel Arena avec des dizaines de milliers de personnes. On réunit les plus grands DJ du moment et on est capable vraiment de créer l'événement. Et on sent toute la puissance de la marque Fun Radio, de ce qu'elle peut apporter, du fait que les DJ qui viennent aussi se sentent en confiance dans cet environnement-là et ensuite peuvent proposer quelque chose d'inédit, quelque chose de fabuleux aux auditeurs. Et là, on parlait d'émotion et c'est là qu'elle naît, l'émotion aussi. Et alors, si on se projette un petit peu, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, cette idée d'événementialisation ? Est-ce que, à 5-10 ans, est-ce que tu penses que c'est une des voies vraiment importantes pour le média radio ? Oui, je pense que l'événement, déjà, il a toujours été là. Et encore une fois, le retour au live, il est extrêmement important. Et on s'en rend compte, il y a même certaines plateformes, on parlait de streaming musical, mais le streaming vidéo, on peut prendre l'exemple de Netflix, qui lui-même se rend compte de l'importance du live et qui permet aujourd'hui, des années après son lancement, de proposer une expérience relinéarisée en direct. Oui, c'est ça. Si on se projette un petit peu, effectivement, on peut imaginer donc cette événementialisation, mais aussi cette notion de live pour vivre des émotions ensemble, en fait, et pour partager quelque chose avec les audiences, quel que soit le média, finalement. Bon, on va parler un petit peu de techno et essayer de se projeter un peu. Je disais en introduction qu'il y a une nouvelle norme, alors tu vas nous dire exactement ce que c'est, qui s'appelle donc DAB+. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est, ce que ça change concrètement, ce que ça va changer à l'avenir, surtout, puisque ça démarre juste. Tu peux nous donner un petit peu plus d'infos sur DAB+. Alors, DAB, ça vient de l'anglais, c'est Digital Audio Broadcasting. C'est ce que tu disais, l'équivalent de la RNT, la radio numérique terrestre. Alors c'est très paradoxal parce qu'on se dit que ça se lance tout juste, mais en fait c'est une technologie qui existe depuis 1997, qui a mis un petit peu de temps à s'implanter. Et son objectif, il est assez simple. Il est d'assurer une meilleure continuité de signal à travers le territoire. Donc là, on a commencé en octobre en rendant disponible l'axe routier Paris-Marseille en DAB+, pour s'assurer de la continuité du signal. Alors, puisque c'est une technologie numérique, elle permet aussi d'autres fonctionnalités, comme l'ajout de ce qu'on appelle des métadonnées sur le flux. Donc ça, c'est un terme très compliqué, mais très concrètement, ça veut dire que quand une radio va jouer un titre musical, on pourra avoir d'afficher sur son écran le titre de la chanson, le nom de l'artiste et pourquoi pas la pochette de l'album.
Donc c'est une avancée dans le sens où elle permet une meilleure accessibilité du contenu. Donc nous, au niveau du groupe M6, on est sur les fréquences DAB. Après, ça ne change pas grand-chose finalement dans l'expérience de l'utilisateur, dans le sens où pour l'utilisateur, il ne doit pas se rendre compte qu'il est passé d'un niveau FM à un niveau DAB. Justement, c'est le principe de cette continuité du signal. Ok, donc tout ça pour ça ou il y a quand même des choses, parce que si tu dis diffuser le titre, le nom et peut-être même la pochette, c'est un peu faible. Est-ce qu'on peut imaginer dans nos voitures ultra connectées avec des grands écrans, etc., que la radio pourrait également diffuser, je sais pas, de la vidéo ou d'autres choses, enfin d'autres contenus? Alors je sais pas si la sécurité routière serait d'accord. Pas pour l'instant, mais les voitures autonomes pourraient peut-être permettre ça justement. On peut le faire avec le DAB, on peut le faire aussi avec la 4G. Aujourd'hui, quand vous branchez, quand vous connectez votre application RTL sur votre système Android CarPlay ou Apple CarPlay, vous ne faites pas forcément appel au DAB, vous faites appel à la 4G et vous avez une expérience continue. Vous pouvez sélectionner vos podcasts, vos web radios ou vos radios directement sur votre interface. Alors c'est peut-être un retour en arrière là, dans le déroulé, mais intéressant, c'était l'idée de cette application. Et donc il y a toute une tendance quand même de développement d'applications de plus en plus élaborées, ou en tout cas avec des navigations toujours meilleures. Tu peux nous en dire quand même un mot sur ce que vous avez, les dernières mises à jour de vos applications maison? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer une application RTL ? On l'a fait parce que pour nous, c'est la relation entre nous en tant qu'éditeur et notre auditeur qui est en jeu. Pourquoi ? Parce que tu le sais, le marché de la radio, c'est un marché qui est très spécifique, c'est un marché de l'hyper-distribution sur le digital. C'est-à-dire qu'un contenu va être disponible sur l'ensemble des plateformes. Alors si c'est du podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc. Il en va de même pour le signal linéaire. Et finalement, quand on a un contenu qui est utilisé sur une plateforme, qui est mis à disposition, derrière, on n'a pas forcément la main sur l'éditorialisation, sur son niveau sonore, sur la qualité du signal. Et c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette maîtrise de notre distribution. Et donc pour avoir cette maîtrise, pour pouvoir cultiver ce lien qu'on a déjà au quotidien en radio avec nos auditeurs sur le digital, on a voulu lancer cette application RTL. Et cette application RTL, elle a des fonctionnalités en plus, bien sûr, toujours dans le but de pouvoir mieux engager nos auditeurs et de leur proposer des services supplémentaires. Donc on a la capacité de faire du start-over dans le flux. On a la capacité de se promener en avance et en arrière dans le flux. On va avoir des contenus inédits. On va avoir une possibilité de se loguer aussi pour pouvoir avoir accès à une meilleure personnalisation. Ah, ça, c'est super intéressant, la personnalisation. Je pensais ça dans les enjeux d'avenir. Comment on garde, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'événementialisation, etc. Comment on garde ce lien avec les audiences. Et ça va nous intéresser dans quelques instants. On va parler un petit peu de la publicité aussi. Mais d'abord, juste pour finir sur la techno, est-ce qu'il y a encore des choses dans les tuyaux ? Est-ce qu'on peut attendre encore tu parlais de mutation vers le digital, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont venir, sans forcément, même si tu en as des annonces, c'est super, mais nous faire de grandes annonces, mais est-ce qu'il y a des choses sur le marché globalement et puis dans le groupe qui vont bouger encore ? Je pense que sur les dernières années, on a beaucoup misé sur les enceintes connectées. On a voulu y voir une révolution dans la maison. Alors oui, c'est une avancée dans le sens où on peut écouter sa radio chez soi en signal Wi-Fi avec une bonne stabilité. Maintenant, on se rend compte que ces enceintes connectées, elles arrivent un petit peu à maturité sur le marché. Donc je pense que la prochaine révolution ou évolution technologique, elle se passera dans la voiture. La voiture, c'est bien sûr, on est sur une écoute en mobilité, on est sur des environnements qui vont se sophistiquer. Il y a beaucoup de discussions entre les constructeurs, certains acteurs du marché. Donc je pense que c'est là qu'en tout cas l'écoute peut encore se digitaliser. Très bien. Alors parlons maintenant un peu du contenu. Moi, c'est vraiment une matière qui m'intéresse particulièrement.
c'est quoi les grands enjeux sur le contenu ? Est-ce qu'on construit des grilles de programmes comme on le faisait avant ? On parlait d'événementialisation, mais justement, comment on arrive à réagir finalement au plus proche de l'actualité ? Comment on peut faire évoluer tout ça ? Est-ce qu'on a des infos sur les attentes aussi des Françaises et Français là-dessus ? Et vous, comment vous réagissez ? Et puis globalement, vos petits amis concurrents. Alors l'enjeu numéro 1, ça reste celui de la qualité. C'est vraiment être capable de mettre notre savoir-faire au service de la création de contenu de plus en plus diversifié qui répond aux attentes de nos publics. La deuxième attente, c'est la liberté. La liberté dans la manière d'écouter son contenu. Je peux écouter mon contenu partout, tout le temps, à tout moment, selon le temps dont je dispose. Nous, on y voit aussi une liberté créative, dans le sens où le podcast, il permet d'explorer de nouvelles narrations, de nouveaux rythmes. Il y a un vrai retour en force du récit. Pourquoi ? Parce que on va pas raconter la même histoire de la même façon si on n'a que 3 minutes à l'antenne ou si on dispose de 20 minutes ou plus dans un podcast. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, ça pousse à définir notre politique de programme de sorte qu'elle soit pertinente à la fois sur le linéaire et sur le digital. Ça, c'est vrai pour les thèmes, pour la manière dont les programmes sont construits, pour la manière dont ils sont narrés. Il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est un podcast qu'on a lancé à la rentrée, qui s'appelle « Entrer dans l'histoire » par Laurent Deutsch, où en fait il nous retrace le portrait d'une figure célèbre de l'histoire. Donc ça va de Barbe Bleue à Anne de Bretagne, en passant par Lucrèce Borgia. Et quand on l'a écouté dans la manière dont il était vraiment écrit, c'était déjà un podcast. Et ça explique sûrement son succès aujourd'hui sur le digital, puisqu'il a vraiment trouvé sa place dans un univers où l'histoire était encore relativement peu présente. C'est aussi un très gros enjeu de transformation et de transformation de la manière dont on travaille, ça on l'a dit, aussi au niveau des rédactions digitales. Là, à l'heure où on se parle, hier, on a lancé un nouveau podcast sur RTL qui s'appelle Focus, qui est le podcast de la rédaction de RTL. Et chaque jour, on va avoir Marion Calais, qui est journaliste de la rédaction, accompagnée d'autres journalistes de la rédaction de RTL, qui va revenir sur un fait de l'actualité tous les jours. Et c'est extrêmement intéressant et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une mobilisation des équipes, à la fois des équipes entre guillemets linéaires et digitales autour d'un projet commun, parce qu'on est convaincu que cette manière de raconter l'information, elle a sa place sur le digital. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, notamment sur Focus, je pense aussi au podcast que vous avez fait sur le procès du 13 novembre. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait, ce genre de choses, et ce genre de podcast. Tu parlais aussi du format sur l'histoire. Il y a aussi d'autres formats d'émissions et de podcasts qui sont faits par des stations concurrentes. Ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure déjà, c'est il y a une ligne éditoriale en fait qui est propre à chaque station. Et je crois que l'enjeu du contenu, ça va être justement de fidéliser ses audiences et qu'ils y retrouvent ce qu'ils pouvaient y retrouver ou que vous en conquériez d'autres par une signature et une ligne propre. Et ça m'emmène justement sur le terrain des jeunes qui sont pour tous les médias un gros enjeu et depuis toujours, comment on fait pour renouveler les publics. Comment toi tu vois les choses, comment continuer d'attirer les jeunes qui peuvent être dans alors eux qui ont complètement changé de façon de consommer les médias. Alors évidemment on en a déjà parlé avec le digital, etc. Mais voilà, quels sont les grands enjeux pour toi dans les années qui viennent autour de ce public-là ? Alors nous dans le groupe on est convaincus que les jeunes ils se disent pas qu'ils vont consommer du média traditionnel d'un côté et consommer du média digital de l'autre. Aujourd'hui, quand on va écouter un contenu sur un poste de radio, mais qu'on va voir le même sujet sur un tweet ou sur une vidéo en ligne, dans les 3 cas, on est sur RTL. Et ça, c'est assez fondamental, parce que ça veut dire que c'est le contenu qui nous rassemble. Il nous rassemble tous et il rassemble avant tout aussi les jeunes. Donc il y a 2 manières d'adresser le sujet.
La première, c'est via la production de contenu de qualité et diversifié, avec des thématiques, des angles qui leur parlent. Et la deuxième, c'est une certaine universalité dans l'accès au contenu. Il faut qu'il soit disponible partout, tout le temps, y compris sur les réseaux sociaux. Et alors justement, ça me permet de noter ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on pourrait dire que finalement la radio, elle n'est pas très dépendante, à la différence de pas mal d'autres médias, n'est pas dépendante en réalité des réseaux sociaux, elle n'a pas besoin de ça, elle a son propre canal de distribution, est très bien multidiffusé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, quels sont les liens que vous pouvez avoir et qu'a la radio avec les réseaux sociaux ? Et question subsidiaire, parce que c'est un truc qui m'obsède depuis que Mark Zuckerberg en a parlé, quid de l'audio dans le métaverse, voilà. Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a des réunions spécifiques pour réfléchir à la place de tout ça, sans parler de complot métaverse, mais n'empêche de projets et de séances de travail autour de ça ? Alors, je vais d'abord revenir sur la question sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne question parce qu'a priori, on peut se dire que la radio, parce qu'elle s'écoute, elle ne se regarde pas. Et au contraire, on a beaucoup de choses à montrer. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un studio radio. Quand il y a un fou rire, quand il y a un débat enflammé, quand on a un invité qui vient et qui veut partager avec sa communauté les coulisses de sa venue dans les studios d'RTL, tout ça, en réalité, ça se montre et ça se montre sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Une vidéo qui reprend une séquence d'RTL sur les réseaux sociaux, c'est un contenu d'RTL. Oui, il y a une continuité en fait entre les différents lieux de diffusion, que ce soit les réseaux sociaux, la radio, ce que tu disais sur les différents devices presque. Oui, on fait pas. En fait, il n'y a pas de frontières. Finalement. Et on retrouve de l'audio partout. On retrouve l'audio partout, on retrouve la puissance de notre antenne partout. Alors bien sûr, on s'adresse de manière différente, on va avoir des formats différents, mais c'est un travail qui est passionnant d'ailleurs. Comment est-ce que d'un média qui est habituellement écouté, j'arrive à le pimper pour qu'il soit aussi regardable ? On a fait tout un travail d'ailleurs dans les studios, alors chez RTL, chez RTL2, beaucoup chez Fun Radio, où on a maintenant installé des écrans, c'est des écrans vraiment magnifiques dans les studios, de sorte que la radio puisse devenir filmée. Et quand on a une très belle séquence de radio filmée, on se rend compte qu'elle cartonne aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que quand un contenu il est bon, on a envie de le partager, on a envie de le faire vivre aux autres. Et si on peut le montrer, c'est encore mieux. Et on sait si ça amène de l'audience, justement, de jeunes, notamment, qui peuvent consommer ce genre de contenu sur les réseaux sociaux et qui ensuite vont devenir des auditeurs un peu plus classiques de la radio, par exemple ? Alors, je ne sais pas si on a encore assez de recul dans les générations pour savoir s'il y a un retour vers le poste de radio plus traditionnel. Mais dans un monde où on est digitalisé, et il n'y a plus vraiment de frontières entre linéaire et digital, est-ce que c'est vraiment important ? C'est important pour la publicité. Autre teasing. Mais d'abord, parle-moi du métaverse. Alors, le métaverse, vaste sujet. Moi, je pense qu'on y est déjà en réalité dans le métaverse quand on est un média. Parce que quand on est un média, on est un média comme M6, un média comme RTL, on est une métamarque. On est une métamarque parce qu'elle est constituée, son ADN est constitué de toutes les marques qui caractérisent son antenne. Aujourd'hui, la marque RTL, c'est à la fois les grosses têtes, la matinale, l'heure du crime, le grand studio. Et on est dans un univers qui est déjà, entre guillemets, méta-concurrentiel, puisque nos concurrents aujourd'hui, ce sont les autres stations de radio, mais ce sont aussi les plateformes musicales, c'est aussi du temps d'écoute sur les réseaux sociaux, etc. Donc, quelque part, voilà, toutes ces réflexions-là de comment est-ce qu'on est capable de s'exprimer de manière différente et de manière adaptée au sein de chacun des univers, en 2021, ça pourrait déjà être une réalité, ce métaverse. Ouais, sauf que t'as pas de casque de réalité virtuelle et de sensors au bout des doigts et que t'es pas en train de... Parce que ce qu'on pourrait imaginer avec le métaverse, c'est quand même les auditeurs au cœur du plateau, quoi. C'est-à-dire, en gros, ça serait ça, c'est-à-dire les plateaux virtualisés, et puis en fait, on est dedans quand on vient écouter, et puis on en sort, et puis on en revient. Non, il n'y a pas plus de réflexion aussi futuriste que ça aujourd'hui. Écoute, on se projette. Je pense qu'on a des enjeux aussi à court terme aujourd'hui qui sont peut-être un peu plus concrets, disons, et on a déjà beaucoup de solutions à apporter, et c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui.
Bon, ok. Les prospectivistes, sont pas là pour l'instant. Arrivons à la publicité. J'arrête pas de teaser là-dessus, mais évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la publicité et de sa place dans l'audio. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se porte le marché, quelles sont les évolutions qu'on peut imaginer dans le futur, et peut-être est-ce que les exemples à l'international, on parlait tout à l'heure du DAB+, je sais que c'est en Angleterre, je crois que c'est très très répandu par exemple. On a souvent un peu de retard sur des grandes mutations. Est-ce qu'il y a des exemples internationaux qui peuvent être pertinents pour essayer de bien comprendre comment le marché publicitaire peut évoluer sur la radio et l'audio? Le marché audio-digital, c'est un marché qui est encore petit au regard du marché radio, mais qui a une très belle croissance. Sur les chiffres du SRI du premier semestre, on est à peu près à 20 millions d'euros sur le semestre et en progression de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Donc ce sont des signaux qui sont extrêmement positifs pour le marché. Quand on regarde d'autres marchés comme les États-Unis, en 2021, le marché de l'audio digital aux États-Unis a passé le $1 milliard et on prévoit encore des projections en hausse à 2 chiffres sur les prochaines années. Donc ce sont des signaux qui sont extrêmement encourageants. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler, quand on étudie ce marché, c'est de rappeler la qualité d'écoute et la qualité du contenu et donc du contact sur ce marché. On est sur une pression publicitaire qui est assez faible, avec un pré-roll souvent par podcast. On est sur une écoute qui est une écoute au casque. Qu'est-ce que ça veut dire une écoute au casque ? Ça veut dire un moment privilégié, une relation particulière qui permet d'ailleurs plus d'émotion. Et pour avoir travaillé chez M6 Publicité avant, je sais que l'émotion est importante dans la mémorisation publicitaire. Cette écoute au casque aussi, forcément, c'est une écoute qui est plus concentrée, plus attentive. Et donc, dans la manière de percevoir ce média, on peut se dire qu'on est vraiment sur des auditeurs qui sont extrêmement engagés dans le contenu et qui seront aussi plus réceptifs à la publicité. Et c'est ce qu'a montré d'ailleurs l'évolution du marché aux États-Unis, c'est que parce qu'on a cette liberté aussi dans l'écriture, dans la création du contenu, on a une certaine liberté dans la création publicitaire. Le format Host-Read, qui est un format extrêmement natif, très adapté au contenu. Donc Host-Read, c'est quand l'animateur du podcast, comme moi par exemple, où je me mettrais à dire une pub pour commencer par exemple le podcast. Ce podcast vous est présenté par, ou bien quelque chose d'un peu plus complexe, hein, c'est ça le Host-Read. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, tu parlais quand même d'écoute finalement indifférenciée, selon les plateformes. Quand tu parlais des jeunes générations, est-ce qu'ils écoutent en linéaire et ensuite en podcast et ensuite sur leur plateforme de streaming, etc. finalement, et même qui regardent une vidéo tournée dans les studios, sur les réseaux sociaux, finalement tout ça c'est le même auditeur. Comment on arrive à les toucher en publicité, à voir ce chemin-là en fait de consommation? Est-ce que c'est possible? Les capacités de ciblage sont pas forcément très fortes. Comment on fait aujourd'hui et comment on fera demain? Alors si la question porte sur la data, c'est évidemment un sujet incontournable quand on parle du digital. Nous, dans le groupe M6, sur la vidéo, on a été précurseurs sur la data avec Sisplay. On a été la première plateforme à instaurer le login obligatoire et on a été suivi par quasiment tout le marché ensuite. Donc on suit évidemment ce sujet de près. Ce que propose l'audio digital et qui est peut-être aussi... Ce que propose l'audio digital et qui est aussi à mettre en perspective, parce que la data, c'est pas tout, tu parlais des verticales tout à l'heure. Donc, c'est le contexte. C'est la notion d'affinité avec un type de contenu. On parle de data, mais on parle aussi d'un monde qui devient de plus en plus cookie-less. On se rend compte qu'avec ce mot terrible de consentement, aujourd'hui, ça force aussi le marché à se réinventer sur la data. Et les réponses contextuelles. Et les réponses contextuelles font partie des réponses les plus pertinentes. Et je pense que sur l'audio digital, par cette diversité de contenu, est capable aussi de proposer des contextes est capable de proposer des contextes qui sont pertinents. Et s'ils sont couplés en plus à cette qualité d'écoute dont on parlait, c'est quand même une formule qui me semble assez intéressante
pour les annonceurs. Bon, allez, pour conclure et pour conclure en mode l'avenir de la radio, l'avenir de l'audio, parce qu'on va parler plutôt quand même de l'audio globalement. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu vois, toi, l'audio dans 5-10 ans? Allez, mouille-toi un peu. Bon, Metaverse, j'ai bien compris que c'était pas forcément le sujet, mais en tout cas, voilà, comment tu vois les choses dans les modes de consommation, mais aussi et surtout dans ce que vous allez proposer à l'avenir? La radio, elle sera toujours un média incontournable parce qu'elle sera un média du quotidien. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une complémentarité aussi des usages qui fait que traditionnellement, en radio, il y a un prime le matin. Mais aujourd'hui, en réalité, on voit qu'il y a un autre prime qui émerge avec le digital. Il se fait en avant-soirée, il se fait en soirée, il peut se faire même avant de se coucher. Et c'est ce qui rend ce média incontournable, c'est qu'il va continuer de nous accompagner à chaque heure de la journée. Quand on prend le monde de la télévision, on se rapproche de plus en plus d'un monde où la frontière entre télévision d'une part et vidéo d'autre part est en train de fusionner. Moi, ce que je vois, c'est la même chose sur la partie radio. Demain, on ne parlera pas de radio d'un côté ou d'audio de l'autre, de linéaire d'un côté ou de digital de l'autre. On parlera de contenu. Et on parlera d'un contenu qui sera accessible à tous, partout. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a adopté une stratégie qu'on a appelée Audio First pour RTL. On s'est vraiment mis sur ce chemin-là et ça fédère les équipes et c'est une stratégie qui porte ses fruits au niveau de notre organisation, qui porte ses fruits aussi au niveau de nos audiences. Donc je ne vais pas parler du métaverse, non, je vais plutôt parler d'Audio First. Et la particularité de notre groupe, c'est la puissance. RTL, c'est la puissance sur le linéaire. Demain, c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est le premier groupe privé le plus puissant sur le digital, sur les enceintes connectées. Et donc nous, notre objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour continuer à avoir cette puissance, accompagner les évolutions technologiques, innover, bien sûr, parce que c'est une caractéristique de notre ADN, et toujours se développer via le contenu, via la création, parce qu'on sait que nos auditeurs ont des attentes. L'objectif, c'est de les comprendre, c'est d'y répondre et c'est d'anticiper leurs besoins. Bon, vous l'avez compris, l'audio, la radio, tout ça, en fait, c'est la même chose. C'est donc de l'audio, de la même manière que la télé, la vidéo, c'est pareil. Voilà, cette conclusion nous le dit bien. On vous a parlé de l'importance du contenu, l'importance des contextes. On vous a dit que les auditeurs, les auditrices, finalement, avaient leur propre chemin de consommation et qu'ils se poursuivaient depuis leur poste de radio le matin sous la douche à leur casque dans les transports, etc. et qui vont choisir effectivement les différents modes de consommation jusqu'à même de la vidéo coulisses sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Eva d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. Et quant à vous, je vous donne bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values et cette mini-série sur l'avenir des médias. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Ciao.